Nous allons parler du rôle de l'ergothérapie dans le dispositif MaPrimeAdapt qui va apparaître en 2024 avec une personne qui connaît bien le sujet, qui est Michael Briquet, qui est le cofondateur et directeur général de Merci Julie et aussi ergothérapeute. Bonjour Michael. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter Merci Julie et après on va présenter MaPrimeAdapt et après on va parler de en quoi l'ergothérapeute est important dans ce dispositif. Pour faire court, Merci Julie, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui fêtera ses 7 ans à la fin du mois et qu'on a créé avec mon collègue Michael Carré pour accompagner les personnes dans leur projet d'amélioration de l'habitat avec des ergothérapeutes salariés, des travailleurs sociaux, des enseignants APA, des techniciens qui accompagnent les personnes dans ce parcours complexe qui est l'aménagement, qui est l'évolution de l'habitat avec le triptyque aide technique, aide technologique et travaux d'adaptation. Donc l'idée, c'est de les accompagner sur un parcours, de les accompagner chez eux, puis à distance, pourquoi pas une deuxième fois chez eux, euh, et également sur l'objet social, administratif, qui est aussi complexe, puisqu'on est sur des sujets qui sont peu évidents pour ces personnes. Actuellement, comment est-ce qu'une personne âgée, une famille, prend connaissance de l'existence de Merci Julie? Dans 90% des cas, c'est un professionnel de l'écosystème médico-social. C'est un évaluateur CARSAT, c'est un évaluateur de l'APA, c'est un service d'aide à domicile, c'est un SIAD, c'est un CCAS, c'est ces personnes-là, un bailleur social. Et c'est eux qui orientent vers les ergothérapeutes, vers Merci Julie. Il n'y a pas que nous d'ailleurs, hein, ça dépend des départements. Mais l'ergothérapeute aujourd'hui en gériatrie est encore peu connu, puisque la plupart des ergothérapeutes qui exercent en gériatrie exercent en établissement, centre hospitalier, centre de rééducation, EHPAD. Mais, et la plupart des libéraux travaillent en pédiatrie. Donc voilà, donc au final, il y a une petite frange de la population des ergothérapeutes qui travaillent en gériatrie à domicile, ce qui fait qu'elle est très peu connue, nous sommes très peu connus de ces personnes âgées, de leurs aidants. Et donc, il y a le plus souvent un intermédiaire qui oriente ces personnes vers nous. Quelles sont les tâches que l'ergothérapeute réalise à domicile? Alors, moi, je le sais parce que j'ai mes parents qui en ont bénéficié. Est-ce que tu peux nous expliquer, un ergothérapeute arrive au domicile, il se passe quoi? Et ben déjà, l'ergothérapeute, il va réaliser un bilan des capacités de la personne, de ses incapacités. Il va mesurer ses difficultés à réaliser des activités importantes, ce qu'on appelle les activités signifiantes de son quotidien. Qu'est-ce qui entrave la réalisation de ces activités et comment cet ergothérapeute va pouvoir proposer des compensations techniques, des compensations servicielles, des exercices, des réadaptations, de rééducation qui vont pouvoir leur permettre de nouveau de pouvoir réaliser ces activités dans les meilleures conditions. Et quand c'est plus possible, eh ben, on va mettre des compensations plus importantes. On va proposer des compensations avec des aides humaines, des aides techniques, technologie, de la domotique, pour que ces personnes-là restent le plus indépendantes possible. Donc, voilà, donc le travail, c'est déjà réaliser un vrai bilan de la situation de façon holistique, physique, cognitif, entourage, les professionnels, social, financier, architectural. Voilà, tous ces éléments-là, on va les prendre en compte pour proposer les préconisations qui doivent permettre à ces personnes de rester indépendantes, autonomes, c'est pas forcément la même chose, le plus longtemps possible, alors dans leur domicile ou ailleurs, parce que on sait qu'on est lancé dans une politique du domicile à tout prix. Voilà. Parfois, la solution, c'est aussi s'extraire de son domicile pour aller dans une autre structure. Ça peut être des résidences autonomie, ça peut être des habitats partagés, ça peut être l'EHPAD. Voilà. L'idée, c'est pas non plus de faire du maintien à domicile à tout prix, parce que parfois, ça peut même être néfaste pour les personnes. Ils peuvent se désociabiliser, plus d'activité, je vois plus personne. Et donc, c'est aussi les orienter vers les bonnes solutions. Et là où ça devient complexe, c'est que bah, on est là, on va modifier les habitudes de vie de ces personnes. Et là, on est sur des processus longs. En fait, à partir du moment où tu vas orienter ces personnes vers des changements d'habitude, mettre en place une aide technique, mettre en place une aide à domicile, mettre en place de la domotique, des travaux,
bah, tu demandes aux personnes de changer leurs habitudes et ça demande du temps. Voilà, ça a été prouvé, hein. On ne change pas les habitudes des personnes de 80 ans comme ça avec une intervention à domicile. Et donc l'idée de Merci Julie, c'était ça, c'était aussi de proposer ce temps long d'accompagnement de ces personnes. Donc un bilan, des préconisations et derrière un compte rendu pour que les personnes puissent bien prendre connaissance de tout ce qui a été fait. 2024 apparaît MaPrimeAdapt. Peut-être présenter le dispositif. Donc Primadap, on a maintenant quasiment tous les éléments. Il y a eu l'Assemblée générale de l'ANA euh, hier. Euh, MaPrimeAdapt, c'est un dispositif qui regroupe euh, plusieurs aides existantes qui étaient Habiter mieux de l'ANA, qui était l'aide de la CARSAT et qui était le crédit d'impôt. Donc au départ, MaPrimeAdapt, c'est un dispositif qui regroupe ces aides avec un guichet unique. Euh, donc c'est comment massifier aujourd'hui l'aménagement du domicile. Donc c'est en soi une très bonne nouvelle, hein. Ça a découlé du rapport de Luc Broussy de mai 2021, qui avait été repris à l'époque par Jean Castex, voilà, qui avait fait une annonce en grande pompe avec Brigitte Bourguignon. Voilà, on va lancer un nouveau dispositif, MaPrimeAdapt, pour accompagner les personnes justement dans cette politique du maintien à domicile et faire en sorte que le domicile soit adapté euh, aux incapacités et au vieillissement de ces personnes pour que ce domicile reste confortable. Donc voilà, c'est un dispositif déjà de massification. L'année prochaine, l'objectif, c'est 45 000 logements adaptés. Comparé en 2023, je pense qu'on sera à peu près à 30 000 logements adaptés, 50 000 en 2025. Voilà, donc il y a une augmentation forte de ce projet. Voilà, il n'y a jamais eu autant d'argent de mis sur la table sur ce dispositif par l'ANA. Donc ça, c'est des gens, on peut s'en féliciter. Et après, voilà, il y a des sujets qu'on pourra certainement discuter sur la prévention. Est-ce qu'on met l'accent sur la prévention? Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est que les personnes qui rentrent dans le dispositif de l'ANA habitaient mieux. La moyenne d'âge, c'est aussi au-delà de 80 ans, ça doit être 81. Donc on est peut-être plus déjà dans la prévention, parce que la prévention elle devrait se faire un petit en amont. Et le souci, c'est voilà, c'est aussi le, le comportement, la place de la CNAV ou des CARSAT en région dans ce dispositif qui, pour le coup, n'est qu'une place financière et n'est plus ce qu'elle était auparavant, avec un vrai accompagnement, avec une évaluation des besoins dans ce dispositif-là. Donc, ça, c'est aussi nouveau par rapport à la place de la CARSAT. Et ce qui change également dans le niveau dispositif MaPrimeAdapt, c'est la place des assistants maîtrise d'ouvrage, les AMO, qui deviennent obligatoires dans ce dispositif, qui vont faire le lien entre le maître d'ouvrage, hein, le propriétaire, et l'entreprise. Donc, jusqu'à présent, un particulier pouvait déposer un dossier seul. Demain, ça sera fini. Il faudra forcément être accompagné par un AMO. Alors, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement, le socle, le complet avec Ergo. Donc, les personnes iront sur une plateforme accompagnées notamment par ce qu'on appelle les ECFR, donc de France Rénov, donc qui vont déjà orienter les personnes vers un AMO. Et donc c'est donc voilà, évaluation au domicile, ce qu'on appelle une évaluation logement autonomie, pas forcément par un ergothérapeute d'ailleurs, hein. Il y a des critères. Il doit y avoir un arbre décisionnel qui fait que les personnes seront orientées vers un ergothérapeute dans le cadre de MaPrimeAdapt. Mais voilà, c'est pas une obligation, c'est selon certains critères. Et rappelez aussi que MaPrimeAdapt, c'est des critères de ressources, puisque les critères, c'est pour les personnes modestes, très modestes, hein. Donc, les critères, et pareil, ils sont sur France Rénov. Il y a des critères pour les franciliens et les provinciaux et dom-tom qui sont différents. Critères d'âge. Pour les plus de 70 ans, il n'y a pas de critère de handicap ou de dépendance. Pour les moins de 70 ans, 69 ans, il y a un critère pour rentrer dans un GIR. Il faut être giré. Donc, une personne non girée, par exemple, doit se faire girer. On D'accord. peut se poser la Ouais. question de la pertinence. Et il y a aussi toutes les personnes en situation de handicap dans le cadre de la MDPH qui pourront aussi bénéficier de MaPrimeAdapt. Le rôle de l'AMO, c'est un rôle de tiers de confiance. En tout cas, c'est tel que je le perçois.
C'est ça. L'AMO, c'est celui qui va accompagner la personne sur le plan administratif, sur le plan technique, et qui doit accompagner la personne dans son projet, et qui doit faire le lien avec l'entreprise. Euh, il n'a pas de lien hiérarchique avec l'entreprise, hein. L'entreprise, son client, ça reste le propriétaire. Et donc, effectivement, l'AMO, c'est celui qui doit faire l'articulation entre le propriétaire, entre le financeur qui est l'ANA et l'entreprise. Donc effectivement, tu peux le qualifier de tiers de confiance. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est celui-ci qui va fluidifier le parcours de la personne, qui va la rassurer, qui doit aussi indiquer à la personne où son dossier en est dans le process, parce que entre le moment où je vais demander l'intervention du technicien à domicile, s'il y a un ergo, recevoir des devis, est-ce que j'ai tout corps d'état, est-ce que j'ai plusieurs corps d'état, voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, cet AMO, c'est aussi celui qui va rassurer le propriétaire dans ces démarches-là, puis à un moment donné, je dépose le dossier sur la plateforme, où est-ce qu'on en est, et puis voilà, puis rassurer aussi sur l'aspect financier, est-ce que j'ai droit à une avance de trésorerie. C'est aussi celui qui va aller chercher les compléments d'aide, puisque ma prime ADAPT, c'est 50 ou 70% de financement maximum, hein. Donc, il y a quand même un reste à charge. Donc, il va falloir aller chercher départements, collectivités locales, mairies, intercommunalités. Ça peut être des caisses de retraite complémentaires, ça peut être des mutuelles. Donc, c'est aussi l'AMO qui va aller accompagner la personne ou qui va faire à sa place pour aller chercher ces aides complémentaires pour qu'il y ait un reste à charge le plus faible possible. Parce que c'est compliqué, c'est un vrai parcours de combattant parfois pour ces personnes, hein. Comment ça va se passer? Parce que moi, en imaginant que je sois senior, voilà, moi, ce que je veux, c'est un monte-escalier. Je ne connais pas, alors, ce que je crois vouloir, c'est un monte-escalier. Je ne connais pas les AMO. Je ne vais pas aller naturellement sur Internet chercher les AMO. Je vais aller directement chez Stana, par exemple. Exactement, Et c'est l'AMO va ça, rentrer Alors Stana, voilà, donc Stana, je vais rencontrer un commercial chez Stana qui, lui, va me rediriger vers un AMO pour bénéficier du process. exactement. Oui, parce que lui et ses collègues, ils sont au courant qu'il va falloir passer par un AMO pour bénéficier de ma prime ADAPT. Alors déjà, il va falloir qu'il s'assure que la personne soit bien bénéficiaire de ma prime ADAPT. Donc, revenu fiscal de référence, vous êtes dans les taux, ça ils vont le savoir. Donc, effectivement, si vous voulez bénéficier de ma prime ADAPT, vous devez passer par un AMO. Donc, il faudra aller déjà sur la plateforme de ma prime ADAPT, France Rénov. Soit vous serez orienté vers un AMO. Et puis, il y a aussi des entreprises qui vont déjà, puisque il y a déjà des contacts qui se font, hein, il y a des entreprises qui vont flécher vers des AMO pour aider la personne à accélérer le process. Maintenant, ce qui est complexe, c'est que, euh, et on l'a appris ce matin, hein, les PIG, les programmes d'intérêt généraux, les OPA, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, sont maintenus dans le cadre de MaPrimeAdapt, ce qui fait que d'un département à l'autre, d'une collectivité à l'autre, tu as des opérateurs qui peuvent être dédiés sur des marchés. Donc, tu seras obligé d'aller vers tel AMO. D'accord. Il faut rappeler quand même que au départ, MaPrimeAdapt, les personnes devaient avoir le choix de leur AMO. Donc déjà, sur les programmes PIG ou OPA, tu n'as plus le choix. Donc tu iras vers un opérateur. Ça pose question aussi de leur capacité à gérer le flux. Euh, je ne remets pas en cause les compétences des uns et des autres, hein, mais c'est que déjà, aujourd'hui, ils gèrent des flux importants. Euh, MaPrimeAdapt, on augmente cette gestion de dossier. Voilà, est-ce qu'ils seront capables de répondre dans les temps? La question est posée. Donc pour les entreprises, ça va être assez compliqué de se dire, mais sur tel secteur, en fait, il va falloir avoir une cartographie département par département. Bon, elle existe, hein, au niveau de l'ANA. Savoir, vous habitez telle commune, bah, vous êtes sur un ping et non pas, donc il faut aller voir tel opérateur. Bah non, là, vous êtes sur la commune d'à côté, bah non, bah, là, vous pouvez aller voir tous les AMO là, disponibles sur la liste. Ça ne va pas être si simple que ça pour les entreprises. Et les entreprises qui nous appelaient pour avoir des choses simples, en fait, on est incapable de leur dire que ça va être simple.
En fait, Donc, ça veut dire, concrètement, le commercial de Stana, on va faire la pub de Stana, le commercial de Stana vient chez moi, parce que, et puis, bon, parce que je vais monter escalier, c'est lui qui va se charger de faire mon dossier auprès de l'AMO. Enfin, et c'est lui qui va remplir. Si moi j'ai 80 oui, ans, alors, je le fais. il faut qu'il soit mandataire pour ça. Donc, oui, effectivement, il y a des entreprises qui seront mandataires. Donc, ils vont monter les dossiers, D'accord. effectivement. Alors après, ça me pose la question. Toi, c'est un bon exemple. Tu parlais tout à l'heure du rôle de l'ergothérapeute, et c'est là Ouais, que j'allais y venir. L'ergothérapeute, en plus, il rentre. Pourquoi est-ce qu'il faut un ergothérapeute? La question est naïve, mais je fais exprès, mais pourquoi est-ce qu'il faut un ergothérapeute en plus de l'entreprise, plus de l'AMO? Pourquoi est-ce qu'il faut un ergothérapeute? tu vois, l'histoire du monte-escalier, c'est un très bon exemple. Tu disais, voilà, mon père, mes parents, voilà, on veut installer un siège monte-escalier. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, est-ce que le monte-escalier, il faut l'installer maintenant? Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que pour certaines personnes, ce qu'il faut savoir, c'est que monter et descendre les escaliers, pour certains, c'est la seule activité de la journée. Bien sûr. D'accord? Je sors plus. Voilà. Oui, ça m'est arrivé de dire à des personnes, non, c'est pas le moment. Et j'en parle, je discute avec le médecin. Je dis, docteur, est-ce que vous pensez que pour votre patient, c'est une bonne idée? Il dit non. Non, parce qu'en fait, madame, si on lui met un monte-escalier, elle fera plus rien. Elle fera plus d'exercice de la journée. Monter les escaliers, c'est un exercice physique. Il n'y a plus de kiné, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Alors oui, elle a un petit peu mal au genou, mais bénéfice-risque, toujours bénéfice-risque. Non, faut mieux qu'elle garde, qu'elle fasse l'effort encore quelques mois et qu'elle monte et qu'elle descende des escaliers. Oui, dans ce que tu as expliqué, bah, si si l'entreprise passe en premier, bah, l'escalier sera mis en place. L'ergo va passer derrière en disant à la faillite, peut-être faut attendre, vous le ferez dans un an, vous le ferez dans un an et demi, mais continuer à monter les escaliers. Premier exemple. Deuxième exemple, les malades qui ont des troubles cognitifs. Moi, j'ai vu des personnes malades d'Alzheimer à qui on a mis des sièges monte-escalier. Et ils l'utilisent pas. Ils l'utilisent pas. Déjà, ils n'ont pas la capacité à savoir comment l'utiliser. Et après, il y a l'appréhension. Quand je suis en haut de mon escalier, parce que quand tu es sur un monte-escalier, tu es quand même haut par rapport à ton escalier, tu as une sensation un petit peu de vide. Les malades d'Alzheimer ont aussi des troubles au niveau de la perception visuelle, et donc ils l'utilisent pas. Donc, tu as des personnes qui ont acheté 6 000 à 7 000 € leur siège monte-escalier, et à la fin, tu dis, bah, en fait, ils peuvent pas l'utiliser. Ben oui. Moi, j'ai vu des sièges monte-escalier, pareil, chez des tétraplégiques. La personne était hospitalisée, le monsieur, dans la panique, il dit, bah, on a la chambre à l'étage, faire vite, etc. Ok, Stan, je sais pas qu'est-ce que c'était à l'époque. Ok, siège monte-escalier. Et moi, j'interviens après. Je dis, mais monsieur, votre dame, on ne pourra jamais la transférer, c'est pas possible. Et donc, on a refait des travaux au rez-de-chaussée pour pouvoir aménager le rez-de-chaussée. Voilà trois exemples assez simples et qui sont pas rares, hein, de se dire, Non. mais il faut Sauf, d'abord un avis d'un professionnel de santé pour se dire, est-ce que c'est le bon moment? Et on pourrait le voir pour d'autres sujets. mais alors, l'ergothérapeute, il sera obligatoire ou pas? Non. Non, il ne sera pas obligatoire. Il y aura ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Donc, on a été entendu par rapport à ça avec l'ANA, avec les travaux avec Francis Vareco. Voilà, il y avait un groupe d'ergothérapeutes qui a été constitué. On a travaillé ensemble depuis un an. Et donc, on avait demandé, voilà, est-ce qu'il y a un arbre décisionnel? Donc, les personnes de moins de 80 ans qui auront chuté euh, devront avoir une intervention d'un ergothérapeute. Je vais reprendre exactement l'arbre décisionnel puisque je l'ai sous les yeux. Donc, les moins de 80 ans avec une chute qui a entraîné une hospitalisation et une perte d'autonomie dans les 6 derniers mois, ou qui ont un accompagnement par un professionnel ou un aidant au quotidien, devront avoir un rapport d'ergo. Donc les personnes D'accord? à risque. Après, s'ils l'ont eu avant, au moment de leur hospitalisation, ça pourra s'intégrer dans la MO. Mais la personne qui sort sans bilan ergo devra avoir un bilan ergo. Ou pour les plus de 80 ans qui ont chuté dans les 6 derniers mois ou qui ont un accompagnement d'un professionnel ou d'un aidant au quotidien. Ceux-là devront aussi, et ça sera une obligation, avoir l'intervention d'un ergothérapeute dans le cadre de ma prime adapte. Ça, c'est obligatoire. Voilà. En fait, c'est important aussi, c'est qu'on a voulu, dans cet arbre décisionnel aussi, mettre en avant aussi la place des aides à domicile, des auxiliaires de vie, des aides soignantes qui tous les jours accompagnent des personnes, notamment au moment de la toilette,
dans des conditions inacceptables en termes d'ergonomie. C'est important de dire ce lieu de vie, à un moment donné, c'est un lieu de travail. Donc, il fallait intégrer aussi de dire, voilà, vous avez un aidant à domicile, oui. Ben, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui vienne observer et faire en sorte que ce lieu de travail soit adapté aux professionnels, puisque on sait tous qu'aujourd'hui qu'on a de gros problèmes de recrutement dans ces secteurs-là. Voilà. Beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Donc voilà. Donc l'idée, c'était ça aussi. Donc, vous avez chuté, vous avez été hospitalisé, vous avez une aide à domicile, plus de 80 ans, vous avez obligation de passer par un ergothérapeute. Donc, Donc dans le process, ça imaginons, représente quand même du monde, hein. j'ai 80 ans, j'ai chuté, je vais monter escalier, le commercial vient chez moi. Hop, AMO, ergothérapeute obligatoire. Toi, en tant qu'ergo, tu arrives chez moi et tu t'aperçois que c'est pas un monte-escalier qu'il me faut, c'est autre chose. Oui, Qu'est-ce qui se passe là? oui, très bonne question. C'est-à-dire qu'en Bah, il fait, faudra dire, bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en fait, nous, on va faire des préconisations. oui, donc toi, tu feras des préconisations, mais moi, je veux mon escalier, je pourrais passer par mon monte-escalier. C'est en fait le propriétaire est libre de son choix, c'est ça. Et en fait, comme tout professionnel de santé, hein, tu sais, demain, tu as, t'as une pathologie, ton médecin te propose Oui, un non, oui, traitement oui, non, mais médicamenteux. oui, mais on aurait pu dire, bah, écoutez, dans ce cas-là, l'ergothérapeute a dit que c'est pas monte-escalier, donc on ne vous finance pas le monte-escalier. Donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que moi, j'aurais quand même mon escalier financé. C'est ça, juste ma question. Non, 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 non. Parce que t'as des délégations quand même, Anna, qui déjà aujourd'hui regardent ce genre de choses. Par exemple, si on estime vraiment que l'aménagement il doit être fait au rez-de-chaussée, c'est déjà arrivé que des délégations ANA, au moment du traitement du dossier, refusent euh, la subvention, d'attribuer la subvention parce que la logique de l'aménagement veut que ça se fasse en rez-de-chaussée, par exemple. Ça, c'est déjà arrivé. D'accord. Et donc, en fait, si je Tu vois? poursuis un peu plus loin, hein, si tu acceptes de poursuivre un peu plus loin, moi, je suis le dirigeant, le fabricant de mon escalier. Il y a certains dossiers, dès le début, je vais les refuser. Parce que ce sera trop compliqué, parce qu'il y aura un risque que ce soit pas mon escalier, que je ne vendrai pas au final un monte escalier, mais autre chose. Il va y avoir Après, une, il va y avoir après une, moi, il va y avoir une il orientation, faut être là. clair avec ça. Ma prime adap, c'est quand même de l'argent public, hein. Mm. Bon, Bien donc sûr. ça veut dire que mais les MDPH ont les mêmes fonctionnements, hein. C'est qu'à un moment donné, tu réponds à un besoin. Alors, est-ce que tu réponds à un besoin? Est-ce que tu réponds à un désir? Ça, pareil, tu vois, on peut aussi en parler, on peut aussi en parler longtemps. Mais nous, c'est sûr qu'on va plutôt répondre aux besoins de la personne. Est-ce que, à un moment donné, il est logique d'aménager tout à l'étage quand tu sais qu'in fine, avec l'évolution de la pathologie, aujourd'hui, la personne marche avec une canne simple, ok, très bien. Tu te dis demain, elle passera certainement au déambulateur quand on connaît la pathologie et que peut-être que dans quelques temps, ça sera peut-être même le fauteuil roulant. Est-ce que dans cette logique-là, tu vas te dire, il vous faut un siège monte-escalier? Ou il faudrait peut-être penser maintenant à plutôt aménager votre rez-de-chaussée et à gérer l'accessibilité extérieure. Le vendeur de siège monte-escalier, lui, il n'a pas forcément la connaissance de la pathologie, de son évolution. Bien Et sûr. lui, de bonne foi, il va dire, bah, il faut un siège monte-escalier. Vous voulez un siège monte-escalier? Bah oui, je vous pose un siège monte-escalier. Le professionnel de santé, à mon avis, il va avoir un regard peut-être un peu plus long terme en disant, attendez, là, il y a une grosse dépense, parce qu'un siège monte-escalier avec un quart tournant, est à 8 9 000 euros, par exemple. Bon, ça reste une dépense importante. Il y aura un reste à charge pour les personnes. Peut-être qu'avec ce montant-là, il serait peut-être plus logique d'aménager le rez-de-chaussée. Moi, j'ai des situations comme ça, on en a régulièrement des situations comme ça. Et puis, après, tu as le choix de la personne qui te dit, mais moi, ok, je vous entends, mais je fais ce choix-là quand même. Et dans ce cas-là, la Ben personne va payer après, son escalier. C'est ça l'idée. il dit, moi, je vais monter escalier. Et après, donc, ça va être après, et après, c'est traduit au niveau de la commission de l'ANA qui va dire, ok, j'attribue pas. D'accord. Mais on préconise. On essaie d'orienter vers la personne vers des choix euh, qui sont, enfin, voilà, qui sont basés sur des faits. On connaît l'évolution de certaines pathologies. Après, on n'a pas de boule de cristal non plus. Tu as des personnes qui vont évoluer plus ou moins vite voilà, en fonction des traitements, de l'évolution. Et la personne, on peut aussi respecter son choix. Parce que au moment de sa vie, là, à ce moment-là, elle ne peut pas l'entendre. Elle ne peut pas l'entendre. Il faut aussi respecter voilà, la psychologie de la personne, son cheminement personnel.
Ce qu'on disait tout à l'heure, la modification des habitudes de vie, non, moi, je veux continuer à vivre dans ma chambre qui est à l'étage. Et ben ça s'entend aussi. Donc après, c'est à nous aussi, Ergo, de convaincre, parfois. Peut-être qu'il faudra revenir dans 3 mois, dans 6 mois. Euh, voilà, mais ça, on est habitué à ça et c'est notre métier. Voilà. Si on en revient à Merci Julie, j'imagine qu'à l'heure actuelle, l'idée, c'est de vous faire référencer ou à part des AMO. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, référencer, mais en tout cas, c'est de... Ouais, alors nous, alors on a toujours fait de l'accompagnement hein, de ce type depuis la création, sans forcément avoir des habitations. Voilà, mais on accompagnait quand même des personnes, puisque jusque-là, dans le cadre d'Habiter Mieux, tu n'étais pas obligé de passer par un AMO pour déposer un dossier. Donc, nous, on a accompagné des personnes, on a des travailleuses sociales au niveau de l'équipe qui accompagnent déjà des personnes. Bon, dans le cadre de ma prime adapt, puisqu'il fallait un AMO, bah, on a officialisé les choses, hein, on a fini de se structurer. On a même, depuis plus d'un an et demi, on a un technicien qui est un compagnon plombier chez nous, hein, donc qui avait son entreprise aussi euh, de sanitaire, plomberie, qui nous a rejoints. Donc voilà, on a confié les dossiers pour avoir des habilitations. Aujourd'hui, on a une trentaine, nous, 28 pour être exact. On a 28 habilitations ANA enfin, sur 28 départements. 28 habilitations pour être ergo ou pour être AMO? Je n'ai pas suivi là. AMO, pour être Ah, AMO. donc en fait, vous devenez AMO. Ah, d'accord. Ouais, oui, D'accord. comme tu dis, on a toujours fait de l'accompagnement, voilà, C'est ça. mais sans, D'accord. voilà. D'accord. Puisqu'avant, tu Et donc, n'avais en fait, pas vous êtes des... l'obligation d'être AMO. Ah oui, donc vous êtes des ergothérapeutes qui devenaient AMO. On est une entreprise qui a effectivement orienté une partie de son activité sur de l'AMO. C'est ça, En d'accord. fait, on évite de travailler en silo, c'est que on Oui, le voit bien, c'est que et là, en fait, on empire les choses, c'est que voilà, ma prime adapt, c'est le bâtiment, voilà, l'habitat. Maintenant, si tu veux aller vers les aides techniques, eh ben, tu iras vers les CARSAT ou vers ton département. Tu as des départements aussi qui financent l'habitat. Si tu veux voilà, les services, ça va être autre chose. Nous, l'avantage, c'est que l'un ergothérapeute, quand il va au domicile, il va réfléchir de façon globale, on l'a dit tout à l'heure. Il va parler d'aide technique, il va parler de travaux, il va parler services, il va parler domotique, il va parler conseils, exercices, prévention des chutes. Euh, il voit tout. Donc l'idée, c'était de se dire, plutôt que d'orienter la personne, oui, je vous ai vu, bah, je vous envoie vers un tel, je vous envoie vers un tel. Bon, nous, on est capable Oui, c'est de, tout. de, de- D'accord. de quasiment tout faire dans ce cadre-là. Et c'était plus D'accord. simple pour les personnes, ça va plus vite. Une Et là, on conclusion. devient le tiers de confiance. Tout à l'heure, tu parles de tiers de confiance. On est le tiers de confiance. Et nos ergothérapeutes, nous, ils sont tous salariés. Et donc, ils sont accompagnés par le technicien, ils sont accompagnés par les travailleurs sociaux. Et voilà, donc c'est une vraie équipe qui travaille sur ces sujets. Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter à l'émission. Bah, écoute, les 3 prochains mois vont être passionnants parce que aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments. Euh, les AMO devaient avoir ce qu'on appelle la mallette des AMO, savoir voilà, comment devait constituer le dossier. On nous a annoncé que ce ne serait pas prêt pour début janvier. Donc voilà, donc on va naviguer un petit peu à vue. Euh, Comment ça va se passer, effectivement, l'articulation entre l'AMO socle, l'AMO complet, l'AMO avec Ergo? Est-ce que les personnes seront capables de financer cet AMO? Parce que quand tu vas dire à des personnes avec des revenus modestes, très modestes, qu'il faut déjà débourser 600 euros dans un dossier, c'est déjà une bonne partie de leur revenu mensuel, hein. Est-ce qu'ils vont avoir cette capacité-là? Alors, il va falloir faire des facilités de paiement. Voilà, voilà. Donc, comment on va gérer ça? Les avances de trésorerie, comment ça va se passer? Les liens avec les entreprises, parce que je pense que les entreprises, aujourd'hui, elles ont déjà un stock de demandes. Ah oui, Donc, quand au mois de janvier, ça va partir, on va ouvrir les vannes, mais est-ce que tout le monde sera prêt à répondre aux besoins? Donc, ouais, ça va être sport ce début d'année 2024. Donc, c'est très positif, cette prime adapt. Voilà, c'est une vraie prise de conscience qu'il faut aménager son domicile. Il ne faut pas le faire de façon stigmatisante, c'est évident. Maintenant, voilà, l'articulation AMO, ergo, entreprise et évidemment la personne. Voilà, comment ça va se passer? Bah, écoute, je pense que fin mars, on pourra déjà faire un premier bilan, ça fera un trimestre, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, et puis de se dire, voilà, et de toute façon, on aura des rendez-vous réguliers avec l'ANA, les ministères, France Silver Eco, là, sur ces sujets pour se dire, voilà, il faut corriger les choses.
On a des personnes ouvertes. Après, on n'est pas naïf aussi. Il y a des vraies contraintes budgétaires. Il y a des vrais. Tu vois, on a parlé tout à l'heure des 200 euros TTC pour l'ergo. Au final, ça représente un peu plus de 160 euros net de taxes pour les ergos. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça veut dire que bah, les ergos, il va Comme, falloir qu'ils aient des compléments pour financer leur intervention. Donc, on le facturera à qui? On le facturera à l'AMO, qui lui le facturera à la personne. Voilà, c'est plein de questions. D'un département à l'autre, bah, tu n'as pas forcément les mêmes prestations qui sont offertes. Voilà, comment tout ça, ça va s'articuler, ça reste à construire, en fait. Voilà. Je pense qu'on est toujours pressé, on veut toujours que ce soit bien tout de suite, tout ficelé pour le départ. Bon, sur un dispositif comme ça, forcément, il y aura des loupés, hein. L'idée, c'est qu'il y en ait le moins possible. Et que nous, les ergothérapeutes, dans ce cadre-là, ben, on puisse aussi faire notre travail de professionnel de santé, faire de la vraie prévention, parce que voilà, on nous parle aussi de prévenir les chutes, on nous parle de prévenir aussi les troubles musculo-squelettiques des professionnels. Bah, pour faire tout ce travail-là, il faut aussi avoir une feuille de route, il faut être clair, quoi. Mais il faut aussi financer la prestation à son juste prix. Et quand la CARSAT, aujourd'hui, les CARSAT, la CNAP se désengagent de financer ces interventions-là, bah, c'est pas un bon signe non plus. Voilà, alors aujourd'hui, la GR Carco, pareil, la GR Carco nous dit oui, mais ça, c'est pareil, ça va bientôt s'arrêter, bien chez moi, bientôt s'arrêter. C'est pas un bon signe, ça va pas dans le bon sens. On nous dit il faut faire de la prévention. Ok, enfin, la prévention, à un moment donné, il faut la financer et après, on mesurera les bénéfices de cette prévention. Il faut mesurer aussi, voilà, est-ce qu'il y aura des vraies mesures d'impact de cette prime adapt? Voilà, est-ce qu'il y aura une mesure d'impact social, économique de cette prime adapt? Voilà, nous, on est prêt à jouer le jeu. Euh, donc voilà, on est ouvert et puis on verra un petit peu comment tout se passera dans quelques mois. Voilà, c'est merci, positif, hein. merci, Michael. Michael Briquet, je rappelle que tu es cofondateur et directeur général de Merci Julie. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.